Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, une petite vidéo sur Dragon Ball. Voilà, c'est les vacances. Bon, il fait un peu gris, donc je sais pas trop ce que ça va donner comme lumière. La prochaine fois, il va falloir que je me remette aux vidéos musicales, hein, parce que c'est quand même le but de ma chaîne. Mais voilà, aujourd'hui, on parle de Dragon Ball Super. Et avant de commencer, je voulais revenir sur le chapitre 26 du manga Dragon Ball Super. Parce que oui, tout le monde dit que le manga est plus cohérent et mieux construit que l'animé. Et c'est vrai que dans l'ensemble, c'est mieux construit. Voilà. Sauf que dans le chapitre 26, il y a un truc qui m'a gêné. J'ai eu une sorte de déception, de perplexitude en lisant le chapitre 26. Parce que moi, ce que j'adore dans Dragon Ball, c'est le côté démesuré, le côté désespéré, le côté où on se dit ah non, là c'est pas possible, ils vont pas s'en sortir. Et bon, évidemment, ils s'en sortent. Et dans le chapitre 25, j'étais complètement là-dessus. Quand je vois les Zamasu qui se multiplient à l'infini, alors évidemment, ça m'a rappelé la scène du film Les Guerriers de Métal, avec les couleurs qui se multiplient à l'infini. Et donc j'attendais le chapitre 26 pour savoir ce qui allait se passer. Et là, je vois Goku qui fait ah bah non, là on va pas s'en sortir. J'appuie sur un bouton puis ça va être fini. Dis donc, Toyotomi, Toyotaro, depuis quand on fait ça dans Dragon Ball? Hein? Bon. Alors, ce qui m'a gêné, bon, c'est pas tellement le fait que ce soit incohérent. Parce que oui, c'est incohérent. S'il fait ça, pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait avant? C'est pas tellement ça qui m'a gêné. C'est surtout que dans le chapitre 25, il fait monter le truc, et là, ça retombe complètement à plat. Donc là, non. Voilà. Bon, voilà. Bon, c'était juste le petit préambule avant de commencer. Il y a quelque temps, j'avais déjà fait une vidéo sur Dragon Ball, bon, qui a pas fait des vues de ouf, hein, faut dire ce qui est. Alors, il faut savoir que sur YouTube, si tu veux faire un minimum de vues, t'as des trucs que t'es obligé de faire, genre. Voilà. Mais moi, je le fais pas. Non. Jamais de ma vie, tu me verras faire ça sur YouTube. Voilà. Alors, le sujet de ma vidéo, c'était Dragon Ball et les gens qui parlent de Dragon Ball sur YouTube. Voilà, je sais pas trop si j'ai été vu par les gens qui étaient concernés par ce que je disais. En tout cas, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai pas eu un message de Broly pour me remercier, alors que j'avais quand même fait cette vidéo pour lui. Parce que autant Broly, c'est un de mes personnages préférés dans Dragon Ball, même s'il est pas canon, autant je m'étais jamais trop posé de questions sur Majin Buu. Sur YouTube, t'as quand même des gens qui font des vidéos d'une demi-heure sur Majin Buu, en précisant bien évidemment que c'est un sujet qui les intéresse pas du tout. Voilà. Ce qui est ridicule, c'est même pas de faire des vidéos d'une demi-heure pour savoir qui est le plus fort entre Buan et Mini Buu. C'est juste d'avoir posé la question à la base. Parce que vous parlez de choses qui sont pas comparables. C'est deux situations complètement différentes. Pour moi, dans Dragon Ball, la seule règle importante, c'est que le méchant doit être beaucoup plus fort que le héros. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé cette règle, hein, c'est juste que ça marche comme ça. Que ce soit dans Dragon Ball ou dans d'autres histoires du même genre, il faut que le méchant soit beaucoup plus fort que le héros pour l'obliger à aller chercher le bout de ses limites et à les dépasser. Donc dire que Buan est le plus fort, c'est qu'on n'a pas dû regarder les mêmes épisodes. Hein. Parce que moi, dans les épisodes que j'ai vus, Buan, il se fait éclater la gueule, littéralement, par Végétaux. Donc, alors peut-être que Buan, c'est le plus fort en termes de puissance, mais en termes de personnage, en termes de place dans l'histoire, il a jamais été créé pour être le méchant ultime de Dragon Ball. C'est juste une péripétie dans l'histoire. Voilà, enfin, quand je dis péripétie, c'est peut-être un peu exagéré. Mais soit c'est une péripétie, soit c'est une impasse scénaristique. Donc je préfère dire que c'est une péripétie. Ensuite, dans le contexte Mini-Buu contre Goku, là oui, la règle est respectée, Mini-Buu est beaucoup plus fort que Goku, même en Super Saiyan 3. Mais dire que Mini-Buu est le plus fort de tous les Majin Buu parce qu'il arrive en dernier, c'est
c'est partir du principe que il a une évolution constante. Et ça, il n'y a aucune règle qui dit ça. L'auteur, il peut très bien le faire plus fort, moins fort, ensuite plus fort, moins fort. Il a le droit. Il n'y a aucune règle qui l'en empêche. Voilà. Je sais pas combien ça a fait, mais je pense que ça doit faire moins d'une demi-heure. Hein. En fait, si on prend les méchants dans Dragon Ball, que ce soit Freezer, Cell ou Majin Buu, ce qu'ils ont en commun tous les trois, c'est qu'ils sont devenus forts sans rien faire. Ils n'ont pas eu à s'entraîner ni à surmonter des obstacles. Alors Freezer, il est né comme ça. Il est d'une espèce animale qui est naturellement forte. Ensuite, il y a Cell qui a été créé artificiellement et il est devenu parfait en absorbant les cyborgs. Et il y a Majin Buu. Alors Majin Buu, on ne sait pas trop comment il a été créé, mais peut-être que en fait il a été créé par le Kaioshin de l'univers 3, qu'il a ensuite emmené dans l'univers 7 pour qu'il le détruise. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont déjà fait cette théorie, sûrement. Voilà. Bon, t'en fais ce que tu veux, hein, c'est cadeau. Voilà. Et alors justement, j'ai une autre théorie sur Freezer. Parce que je pense que dans Dragon Ball Super, Freezer, il va devenir gentil. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si on regarde par exemple Vegeta, au début, Vegeta, quand il arrive sur Terre, il fait je suis un Saiyan d'élite, vous êtes des Saiyans pas d'élite, je vais vous éclater. Et là, il tombe sur Goku, qui le remet à sa place, et là il se dit peut-être que je suis pas si fort que ça, je vais retourner m'entraîner. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans Dragon Ball, dans la conception du bien et du mal de Dragon Ball, être méchant, c'est être arrogant en fait. C'est croire qu'on est le plus fort et quelque part, c'est aussi être un peu naïf. Parce qu'on sait très bien que dans Dragon Ball, il y a toujours quelqu'un de plus fort qui arrive. Et donc Freezer, à partir du moment où il décide d'aller s'entraîner, c'est qu'il admet qu'il n'est pas si fort que ça, qu'il y a des gens bien plus forts que lui. Et donc, il commence à perdre son arrogance, à perdre son statut de méchant et à devenir gentil. Et donc pour moi, c'est ça qui explique qu'à la fin de l'épisode 110, ils viennent aider Goku qui est en difficulté. Et là, on arrive à l'épisode 110, le fameux épisode 110 de Dragon Ball Super, et la transformation en Super Saiyan super instinctif. Et là, la question c'est, est-ce que ça valait le coup d'attendre 110 épisodes pour voir ça? Est-ce que vraiment ça valait le coup de se taper des karaokés de Vegeta, des voyages sur la planète Pot-au-Feu, des Monaka, des Vegeta en gélatine violette? Eh ben oui, ça valait le coup, évidemment que ça valait le coup. Parce que c'était bien. C'était aussi bien que le Super Saiyan sur Namek contre Freezer et le Super Saiyan 2 contre Cell. Ce qui est bien dans le Super Saiyan ultra instinctif, c'est qu'il y a un concept derrière. C'est pas juste une surenchère de puissance comme le Super Saiyan 3. Alors, le Super Saiyan 3, bon, évidemment, oui, c'est réussi visuellement, mais d'un point de vue scénaristique, ça sort complètement de nulle part. Dans Dragon Ball, une transformation, pour qu'elle soit réussie, il faut déjà qu'elle apparaisse dans une situation de crise, dans une situation délicate, une situation de danger. Et il faut aussi que ce soit bien amené, que ça sorte pas de nulle part, mais en même temps pas trop amené. Et surtout, ce qui est intéressant dans l'épisode 110, c'est que avant l'épisode 110, l'enjeu du tournoi, c'était est-ce que Goku va réussir à battre Jiren? Et à partir de l'épisode 110, l'enjeu c'est devenu est-ce que Goku va réussir à retrouver le niveau de Super Saiyan ultra instinctif? Et implicitement, s'il y arrive, il battra Jiren. Et ça, je trouve que c'est complètement représentatif de l'état d'esprit de Goku parce que quand il voit un adversaire, il voit pas l'adversaire, il voit l'objectif à atteindre. Et à partir du moment où il se fixe un objectif, qu'il arrive à le visualiser mentalement, il arrive à l'atteindre.
Avant ça, le passage qui m'avait marqué dans Dragon Ball Super, c'était vers la fin de l'arc Beerus, quand Beerus il fait ouais, maintenant j'en ai marre, ça m'amuse plus, je vais détruire la Terre. Il envoie une grosse boule pour détruire la Terre, et à ce moment-là, Goku il est plus Super Saiyan divin, mais il essaye quand même d'arrêter la grosse boule, et il n'y arrive pas. Et là, il entend tout le monde qui l'appelle, qui lui dit allez, faut que tu réagisses, faut pas que tu le laisses nous détruire. Et d'un seul coup, il se retransforme en Super Saiyan divin et il repousse la grosse boule. Et là, même Beerus, il lui fait bah, comment t'as fait? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il était Super Saiyan divin juste avant, il a gardé en mémoire dans son corps la sensation du Super Saiyan divin et il arrive à redevenir Super Saiyan divin même sans le rituel. Pour moi, c'est ça le propos de Dragon Ball. L'essence de Dragon Ball, c'est pas la surenchère de puissance, ni le fait qu'ils aient les cheveux rouges ou bleus, ça on s'en fout. Ce qui fait l'essence de Dragon Ball, c'est le côté psychologique. C'est le fait que ils se battent contre le méchant, même s'ils savent qu'il est beaucoup plus fort, qu'ils n'ont aucune chance. Voilà, ils arrivent à aller chercher mentalement dans leurs ressources et à dépasser leurs limites. Pour moi, c'est ça Dragon Ball. Et donc, pour revenir à l'épisode 110, oui, c'est bien, oui, ça marche complètement. Juste, ce qui m'a gêné par rapport à l'épisode, enfin, c'est pas par rapport à l'épisode, c'est ce qui s'est passé autour de l'épisode, sur YouTube. Parce qu'on est où là? Sur YouTube. Et avant de regarder l'épisode, je savais déjà ce qui allait se passer et à quel moment ça allait se passer. Voilà, j'ai essayé de pas savoir ce qui allait se passer. Mais quand t'es sur YouTube, t'es obligé. Tu peux pas faire autrement que de savoir ce qui va se passer. Voilà, bon, alors après, je dis pas que c'est de la faute de YouTube. Je me souviens que avant que YouTube existe, j'allais du côté de la rue Keller. Au tout début de la rue Keller, il y avait une boutique. Je sais pas si elle existe encore, cette boutique, parce que ça fait des années que je n'y suis pas passé. Mais quand je passais le samedi après-midi, je voyais toujours des gens qui étaient devant la boutique, pas dans la boutique, devant, sur le trottoir, et ils se réunissaient pour faire des analyses, des théories, des prédictions. Donc en fait, ils faisaient déjà la même chose qu'ils font maintenant sur YouTube. Je veux dire que c'est pas YouTube qui a inventé ça. C'est pas non plus de la... Enfin, je dis pas que c'est pas bien de faire ça. Quand on est passionné, on a envie de savoir ce qui va se passer, on est impatient. Et c'est difficile d'attendre une semaine à chaque fois avant de savoir ce qui va se passer. Donc, c'est pas quelque chose de mal en soi. Mais c'est bien aussi de regarder l'épisode sans savoir ce qui va se passer. Voilà. Il y a le côté... c'est bien la découverte, l'aventure, la surprise. Voilà.